Dimanche 21 janvier 2024, fidèles téléspectateurs de ORTM2, bonsoir et bienvenue dans votre émission consacrée à la revue de l'actualité hebdomadaire dénommée JT7. Tout d'abord, le sommaire. Ce sont 583 participants issus du monde éducatif qui ont pris part aux travaux des États généraux de l'éducation. La rencontre a permis de jeter les bases d'un système éducatif performant, inclusif et de qualité. Les détails, c'est dans quelques instants. Alors, pour échanger sur les États généraux de l'éducation, nous avons avec nous ce soir un invité de marque qui est sur ce plateau pour la première fois. Vous le reconnaîtrez tout de suite, il s'agit de M. Idrissa Sidibé du groupe Renouveau. Il est journaliste. M. Sidibé, bonsoir. Bonsoir Aminata, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier également. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Avant d'entamer les échanges, suivons la fin des travaux au CICB des États généraux de l'éducation du Mali. La tenue de ces États généraux de l'éducation vise à promouvoir un système éducatif performant, inclusif et de qualité au profit du développement social, culturel et économique du Mali. Les 583 participants issus du monde éducatif, de la société civile, de partenaires techniques et financiers et des différents départements ministériels ont, à l'issue des travaux, adopté des recommandations fortes en vue d'améliorer la qualité de l'éducation au Mali et de l'adapter aux besoins de développement de notre pays. Mamadou Fane de ORTM1. 4 jours d'échanges ont permis aux acteurs de l'éducation de discuter sur comment refonder le système éducatif malien, un système confronté à de nombreux défis. C'était un exercice de co-construction pour qu'ensemble, nous voyons vraiment comment redéfinir l'école afin qu'elle puisse permettre l'exploitation optimale de tous nos potentiels économiques. Ayons pitié de nos enfants, ne regardez plus nos propres statuts, nos enfants, ayons pitié d'eux et vraiment essayons de leur offrir une éducation qui vaille la peine. À l'issue de ces travaux, les participants sont parvenus à un consensus sur les mesures à prendre pour améliorer la qualité de l'éducation au Mali. Prendre en charge les innovations pédagogiques portées par la société civile et validées en amont par le MEN. Tenir les États généraux tous les 10 ans. Imposer l'usage, le port, la tenue scolaire confectionnée à partir de textiles produits localement au Mali dans toutes les écoles primaires et secondaires publiques et privées du pays afin de garantir une accessibilité universelle à cette tenue. Créer et promouvoir des cantines scolaires sur toute l'étendue du territoire national, rehausser les primes de zone afin de retenir les enseignants dans les régions présentant des conditions difficiles. Dans son mot de clôture, le président des États généraux de l'éducation, aussi ancien ministre, a souligné que la refondation et la transformation de notre éducation passent par des actions courageuses conformément aux recommandations de ces États généraux. Nous avions besoin de réinventer notre système et nous avions la capacité, les capacités, les possibilités, les compétences, l'engagement de le faire. Et ça, je crois que c'était un message fort donc, de cette rencontre-là. 583 participants ont pris part à ces États généraux de l'éducation. Les recommandations issues de cette rencontre seront assorties d'un plan d'action. À noter que la tenue de ces États généraux de l'éducation est une recommandation forte des assises nationales sur la refondation de l'État. De retour sur ce plateau pour retrouver notre invité, M. Idrissa Sidibé. Alors, quelle lecture faites-vous de l'organisation des États généraux de l'éducation au Mali? Merci une fois de plus, Aminata. Là, avant tout propos, permettez-moi, en tout cas, nous sommes au mois de janvier,
comme on l'a si bien dit. Nous sommes également, en tout cas au-delà du 20 janvier déjà. C'est le lendemain déjà, c'est hier voilà, tout près. Donc voilà, et vraiment permettez-moi de dire bonne fête à toute la force armée malienne. Tout à fait, nos forces armées. Surtout, et rendre hommage également aux victimes, en tout cas militaires et civils, et particulièrement aux enfants qui ont également eu vraiment beaucoup de soucis, et en tout cas de ne pas peut-être avoir accès à leur droit fondamental qui est d'abord aller à l'école. Donc nous rendons hommage à tout ceci. Et ces assises, en tout cas pour ne pas dire que les états généraux, comme vient de le dire les reporters, est une recommandation, c'est-à-dire des assises nationales. Et là, c'est une forte recommandation vu la complexité et également la sensibilité, c'est-à-dire la question de l'éducation. Donc, vous allez voir que les recommandations, c'est-à-dire dans les ANR, on a demandé à ce qu'on fait des assises, c'est-à-dire particulières, autrement dit, de faire des états généraux, examiner concrètement où en sommes-nous avec les systèmes éducatifs du Mali. Donc, cette lecture n'est autre chose que, je crois que les plus hautes autorités se sont inscrites, c'est-à-dire dans la dynamique de la mise en œuvre de ces recommandations des ANR. Et aujourd'hui, je pense que vraiment la particularité de ces états généraux peuvent se retrouver du fait que l'organisation revienne, en tout cas, non seulement pas beaucoup d'influence. Je le disais tantôt sur d'autres plateaux, que aussi peut-être aussi c'était d'auparavant, vous allez voir l'influence, c'est-à-dire encore on allait faire la recherche des partenaires techniques financiers qui vont certainement venir avec ces conditions. Mais je crois que vu que c'est-à-dire ça a été demandé par les Maliens lors de ces assises nationales de la refondation, d'examiner la situation éducative au Mali. Donc je crois que c'est pour cette raison que les plus hautes autorités n'ont pas, en tout cas, laissé attarder ces assises ou encore ces états généraux pour, en tout cas, faire ces différentes phases et les finir avec des recommandations. Pour vous, en tant qu'analyste, est-ce que le cadre a vraiment servi de poser le diagnostic de l'éducation malienne aujourd'hui? Je pense quand même que les acteurs ont certainement été appelés, parce que quand vous prenez, c'est-à-dire la configuration de l'administration scolaire, aujourd'hui vous allez peut-être prendre les différents centres d'animation pédagogique qui sont considérés, en tout cas les services déconcentrés à des niveaux aussi avec la communauté, et ces services, c'est-à-dire les centres d'animation pédagogique, ont les situations de ces différentes écoles qui se trouvent à leur circonscription, c'est-à-dire éducative. Alors, donc, au niveau de ces centres d'animation pédagogique, est composé ces différentes écoles, des directions, encore des écoles fondamentales, des jardins d'enfants, des médersa. Et on suppose qu'on peut avoir les situations ou encore les difficultés de toutes ces écoles au niveau de ces centres d'animation pédagogique qui, à leur tour, remontent, c'est-à-dire les rapports au niveau de l'académie d'enseignement. Et c'est au niveau de l'académie d'enseignement aussi, c'est-à-dire ainsi de suite. Donc, c'est organisé de telle sorte que le cadre, en tout cas à mon avis, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vu que ça fait partie de ses recommandations des ANR, donc a vite mis une commission nationale sur place. Et cette commission s'est référée également sur les documents et encore des renseignements, à mon entendement, en tout cas encore à ce que je sache, donc pour faire des questionnaires. Et ils ont donné à peu près 18, c'est-à-dire chapitres à examiner avec des petites questions ou encore avec des questions d'intermédiaires. Donc le cadre, on peut le dire, hein, on peut vraiment le dire, parce qu'en réalité, vous savez, qui parle de l'éducation, c'est un sujet, je l'ai dit, non seulement sensible à la fois, mais pas également donné à tout le monde, ou encore tout le monde vient, c'est-à-dire dire ce qu'il pense, comme c'est-à-dire si c'est vraiment des assises ou encore où tout le monde est appelé en termes peut-être de développement, en termes d'autres choses. Donc on a besoin des cadres, ou encore on a besoin également, c'est-à-dire des vrais acteurs qui s'y connaissent à la matière, donc normalement qui ont en tout cas pu examiner à notre entendement, non seulement, c'est pourquoi ça a été fait au niveau phase régionale, donc
toutes les 20 régions et le district de Bamako ont d'abord tenu leur état général. Tout à fait, le travail a été fait comme c'était un travail de fourmi. Évidemment. Et à chaque étape. Voilà, donc ils ont d'abord fait. Voilà. Donc c'est pourquoi la commission nationale s'est mise, en tout cas avec les experts en question, d'aller dans toutes les 20 régions administratives. C'est extrêmement important. Donc les différentes régions ont pu examiner et encore appeler, c'est-à-dire les acteurs à leur niveau, pour fournir, c'est-à-dire leurs rapports. Et du 16 maintenant au 19, et je pense que c'est ces 19 régions plus le district de Bamako, en tout cas qui sont venus de retrouver avec les autres encore à la matière pour examiner. Donc on peut vraiment dire tout simplement que les cibles qui ont encore, les acteurs qui devraient être impliqués dans l'organisation de ces états généraux de l'éducation, je pense qu'ils étaient là et ils ont été conviés. Alors, à titre de rappel, est-ce que vous pourrez nous parler un peu des difficultés qui étaient au cœur de discussion? Oui, les difficultés, non seulement elles sont énormes, mais également multiples, non seulement sectorielles et aussi souvent même culturelles, parce que qui parle de l'éducation avec grand E, vous conviendrez avec moi que ça engendre beaucoup de choses. Donc les difficultés, je crois que aujourd'hui l'école malienne en question a subi beaucoup de réajustements, d'ajustements, de réformes de 62 à maintenant. Et vous voyez que le système était devenu en réalité, pour ne pas dire qu'entre parenthèses, c'est-à-dire le système éducatif malien était devenu un champ d'échecs, c'est-à-dire pour vraiment un laboratoire à ciel ouvert. Donc les partenaires venaient avec peut-être ces méthodes, peut-être avec ces convictions, ou encore tenter vraiment de faire réussir certaines choses. Les difficultés étaient également autre chose que, c'est-à-dire les différentes méthodes étaient multiples à la fois. Mais on commençait peut-être avec une méthode ou encore une méthodologie d'enseignement d'un moment à un autre, mais sans finir ou encore avoir vraiment le vrai résultat. Donc, je pense quand même qu'avec ces acteurs qui ont été conviés et avec peut-être tous ceux qui étaient là pour répondre à la question, je me suis dit tout simplement qu'ils doivent peut-être pouvoir, en tout cas, avoir un cadre pour bien diagnostiquer les problèmes éducatifs maliens cette fois-ci. Alors, d'après vous, les résolutions qui ont été adoptées, alors est-ce qu'elles peuvent aider? Quelles sont-elles d'abord? Est-ce qu'elles peuvent aider à résoudre le problème de l'éducation, les problèmes de l'éducation malienne? Bon, en écoutant tout de suite, c'est-à-dire les acteurs en question, je crois que c'est d'abord, on a voulu écouter, c'est-à-dire à chaud, ou encore les différents rapports ont été en tout cas combinés pour toujours des synthèses. Parce qu'on suppose que les problèmes peuvent être simultanés. Et au-delà de ça également, les difficultés, c'est-à-dire non seulement si elles sont énumérées, mais aussi les recommandations en question, je pense que si toutefois ils parviendront en tout cas à établir, encore à lister ces recommandations, et là il faut également changer à faire un plan d'action, et à partir de ce plan d'action, donc qui peuvent servir un cadre également de documents de référence, c'est-à-dire pour la mise en valeur ou encore la mise en œuvre, c'est-à-dire de ce dont les Maliens veulent. Parce qu'en réalité, avec ces réformes, les différentes réformes de 1962, vous avez vu que ça connaît beaucoup d'ajustements. Également, on a eu, c'est-à-dire des curriculums, des APC, également des apprentissages ou encore approches par compétences. Donc, il y a tous ces différentes méthodologies aujourd'hui. Vu tout ça, le Mali a connu une mutation profonde, dans la mesure où nous sommes rentrés dans une nouvelle constitution dans laquelle nos langues, c'est-à-dire nationales, sont devenues également des langues officielles. Et surtout avec peut-être la langue de travail comme le français. Donc, je pense quand même que, c'est-à-dire la commission d'organisation et également les autres acteurs de l'éducation ont certainement insouri, c'est-à-dire pour comment revaloriser nos différentes langues nationales. Et au-delà de ça, comme je le disais, c'est-à-dire quand on parle des recommandations, puis peut-être on peut s'attendre, parce qu'on ne peut pas trop se prononcer sur ces recommandations avant que ça finisse, c'est-à-dire officialisé ou devant peut-être les autorités qui vont certainement les lister.
et aussi voir peut-être les mettre dans un cadre stratégique et pour élaborer un plan d'action. Et vous avez vu tout de suite au cours de ces recommandations, on a demandé au minimum chaque 10 ans vraiment de réexaminer, de diagnostiquer le système éducatif malien. Parce que chaque 10 ans, je pense que c'est une décennie, donc ça peut vraiment nous permettre de savoir est-ce que le système sur lequel, en tout cas l'éducation sur les bases, est-ce que ça peut peut-être, on peut continuer avec ça, et puis peut-être s'il y a des défis encore, s'il y a également des améliorations à faire, je pense qu'ils se sont mis dans cette dynamique. Alors, justement, vous aviez évoqué le cas des langues nationales. Alors, vu qu'elles sont officielles, mais la langue de travail reste le français. Tout à fait. Et on va à l'école pour apprendre, n'est-ce pas? Évidemment. Et pour travailler, bien entendu. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on pourra, à votre avis, hein, c'est votre analyse, comment est-ce qu'on pourra jongler les deux? Oui, c'est aussi, je pense que... C'est cet aspect qui, moi, personnellement, m'inquiète. Parce que s'il faille apprendre les langues officielles comme cela a été commencé depuis un moment, et à côté de la langue de travail, alors comment cela va être au finish? Bon, c'est-à-dire, c'est aussi, je pense que c'est bel et bien faisable parce qu'en réalité, on est tous unanimes qu'il est difficile peut-être de faire développer encore, d'avoir certains épanouissements, c'est-à-dire, étant donné qu'on est en train de minimiser encore, on est en train vraiment de ne peut-être pas donner la lettre de noblesse, c'est-à-dire à nos différentes langues nationales. Donc, c'est faisable dans la mesure où, vous voyez, à partir du lycée, il y a des gens peut-être qui prennent certaines langues comme langue vivante, donc vraiment pour assimiler un peu. Je pense que les études sont là-dessus, et également les experts sont en train de réfléchir là-dessus, et également les chercheurs s'intéressent beaucoup d'aujourd'hui à ces choses, comment valoriser, c'est-à-dire nos différentes langues nationales. Parce que nos langues nationales, aujourd'hui, tu es d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de choses que nous-mêmes en question, on a vraiment des soucis pour s'y donner, c'est-à-dire les pronostics ou encore les prononcer ou encore donner les noms concrets de certaines choses. Oui, donc, tout à fait. Donc parce que même par exemple en sciences, on ne peut pas dire le sinus ou le cosinus, ça n'existe pas dans nos langues. Bon, ça peut ne pas peut-être exister, mais l'équivalent peut être là, parce qu'en réalité, le résultat n'est autre chose que, c'est-à-dire pour ouvrir l'esprit, c'est-à-dire et voir le résultat qu'on a besoin. Parce que cosinus, sinus, tangente, certes, mais en tout état de cause. Mais vous conviendrez avec moi, c'est pour vraiment avoir un résultat. Et c'est ce résultat que je crois qui est plus primordial et qui est plus important. Alors donc, aujourd'hui, je le disais également, c'est-à-dire dans un pays ou encore dans une nation, pour au moins, c'est-à-dire faire convaincre ou encore pouvoir convaincre, c'est-à-dire non seulement le peuple, il faut forcément que tu sois en phase avec ce peuple-là. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il est important que, non seulement si c'est déjà constitutionnel, que nos langues nationales sont déjà, c'est-à-dire des langues officielles. Donc nous sommes tenus à faire des recherches et encore à avoir vraiment les éléments, en tout cas, éléments qui peuvent peut-être nous servir dans la nation avec ces différentes langues nationales. Mais l'autre langue qui est la langue française, certes, évidemment, qui est aussi une langue depuis bon moment, qui domine encore, qui reste toujours la langue de travail de notre pays. Et évidemment, nous allons continuer à certainement faire des recherches sur ça. Mais tout ça là, ce n'est pas un problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est en réalité le système éducatif dans son ensemble. Dans son ensemble, le contenu du programme malien, par exemple. Quand vous prenez peut-être au niveau de l'enseignement secondaire général, vous allez peut-être au lycée, vous allez peut-être voir qu'avec, en tout cas, l'actuel programme que nous avons, on parlera peut-être des causes lointaines de la Deuxième Guerre mondiale, on parlera également peut-être des causes immédiates, et puis on va peut-être parler de l'économie de l'Amérique latine, on va parler également de la géographie, c'est-à-dire de l'Amérique latine, mais rare des Maliens qui sait peut-être que dans cette zone qui est Bamako, on appelle ça Beledugou. C'est rare. Rare des gens peut-être qui sait également que quand vous partez peut-être un peu à Djouila, c'est les Baniko, c'est les Banimonotier, c'est les Folona. Le Mali également, c'est encore le Manding, ainsi de suite. Donc, on l'étudie en second plan, sincèrement. Je pense que si ces états généraux, en tout cas à mon entendement, les experts ou encore les acteurs vont se revaloriser l'économie malienne en question, la géographie
du Mali, parce que si. moi... Ils en ont parlé, même l'équation emploi, éducation, formation, inadéquation. Donc voilà. cette inadéquation, il y a tout ça qui a été pris en compte. Je pense que c'est déjà, on peut dire qu'on peut peut-être de passage saluer les autorités de la République dans la mesure où, avec cette inadéquation, c'est-à-dire de la formation au marché de l'emploi, et on vient de voir tout de suite, il n'y a pas 2 semaines, il vient de procéder en tout cas à l'ouverture de l'université à Ségasso, mais qui se base sur non seulement, c'est-à-dire les techniques d'agriculture et l'imagénisme. Donc c'est extrêmement important. Le Mali est de telle sorte que les différents pôles sont là. C'est-à-dire qu'il y a des pôles qui sont qui engorgent des potentialités, c'est-à-dire de l'agriculture. Il y a des pôles également qui regorgent également, c'est-à-dire des potentialités de l'élevage et des minières, ainsi de suite. Donc je pense quand même que les États généraux, ils l'ont dit, et ils disent qu'en principe ça doit être chaque 10 ans. Mais en réalité, il faut qu'on revienne, en tout cas révaloriser et donner beaucoup plus d'importance, c'est-à-dire au contenu de nos programmes, qu'on cherche à connaître le Mali, la géographie et encore, c'est-à-dire l'histoire même en question, parce que vous conviendrez avec moi, on l'étudie, peut-être que tu verras en 5e année fondamentale ou encore en 6e, on va parler peut-être de l'histoire de mon village, mais au second plan. Mais au niveau secondaire ou encore au niveau en tout cas plus élevé, donc les gens s'intéressent beaucoup, c'est-à-dire en tout cas aux études, c'est-à-dire non seulement qui consacrent des grandes puissances. Et nous aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un niveau où l'État ou encore le peuple doivent chercher à savoir quand même qu'on doit nous-mêmes chercher à nous vanter et encore à vraiment promouvoir nos cultures et également ce que nous devons faire. Pour prouver ça au monde que nous avons vraiment beaucoup d'autres potentialités. Tout à fait. Mais déjà, est-ce que vous pensez que les États généraux, là, selon vous, ce que vous avez pu comprendre de ce qui a été fait et tout ça, est-ce que cela pourra aider l'école malienne à sortir du gouffre dans lequel il s'est retrouvé ces dernières années? Je pense que l'objectif visé, c'est ça. Si cela n'a pas été, en tout cas, les États généraux n'auront pas l'essence, vraiment. Mais, vous l'avez si bien dit, on doit vraiment peut-être s'inquiéter souvent. Pourquoi je dis souvent? Parce que y a certaines choses qui sont bonnes, en tout cas dans l'ancien système. Ça, on est tous unanimes là-dessus. Mais il ne suffit pas de faire vraiment les bonnes choses sur le papier. On veut vraiment que le Malien en question a besoin, c'est-à-dire des bonnes choses aujourd'hui en pratique. Alors donc, si toutefois, la manière dont les recommandations des ANR sont en train d'être examinés et encore exécutés surtout. Et aussi, c'est-à-dire avec ces suivis, je crois que si toutefois ils parviendront en tout cas à finir avec les recommandations de ces États généraux sur l'éducation et les classer en priorité et voir ce qu'il y a lieu de faire tout de suite, en moyen terme, en long terme, je crois que ça peut vraiment profiter à notre système éducatif. Alors aujourd'hui, en termes d'éducation, en attendant l'application, parce que l'application aussi, comme vous venez de le dire, est un autre aspect. Qu'est-ce qui peut être fait pour un peu soulager l'éducation malienne, pour donner la voie surtout, pour donner la voie à suivre? Oui, ce qui doivent être faits et également ce qui est vraiment appelé à être fait urgemment, Aminata, il faut rappeler que le Mali, aujourd'hui, on a assez de milliers et des milliers d'enfants qui sont privés de leurs droits fondamentaux, de leurs droits constitutionnels. Les enfants là ne parviennent pas à partir à l'école. Donc, urgemment, il faut que l'État, en tout cas au-delà, c'est-à-dire de la récupération du territoire national, ils doivent changer également à mettre des stratégies sur place le plus rapidement que possible. Que ces enfants qui n'ont rien fait, en tout cas, parviennent aussi à avoir la chance d'aller à l'école. Donc, urgemment, ce qu'ils doivent faire, c'est ça. Mais également, ce qui doit être fait, également, c'est vraiment, je reviens là-dessus, la manière dont les recommandations des assises nationales ont été prises en compte. Et vu que c'est ces mêmes recommandations qui ont demandé, c'est-à-dire la tenue de ces États généraux sur l'éducation, en principe, et j'ose croire quand même que le gouvernement et les plus hautes autorités vont prendre ça, c'est-à-dire, en tout cas, parmi les priorités.
donc pour examiner et pour voir réellement qu'est-ce que l'État doit faire face, c'est-à-dire à ces systèmes éducatifs. C'est un système qui souffre beaucoup, Aminata, parce que vous savez déjà avec la carte scolaire, quand vous prenez Bamako par exemple, vous partez de l'autre côté de la rive droite, de toute cette commune, je vais dire commune 5 et 6, on n'a qu'une seule école de formation professionnelle, c'est-à-dire pour l'État, qui est l'IFSAP. Et pourtant également, voir des grands quartiers comme Sénou, qui n'a vraiment pas non seulement de l'école de formation professionnelle, ni également des lycées. Donc, c'est pour dire qu'on suppose que ces états généraux vont faire ressortir, c'est-à-dire les cartes scolaires. Les cartes scolaires, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ils doivent examiner, voir au niveau des cercles, au niveau des arrondissements et également au niveau des zones où la concentration de peuple est aussi extrêmement importante. Je crois que pour changer à mettre, c'est-à-dire ces écoles sur place au compte de l'État. Donc, en un mot, redéfinir la carte scolaire sur le territoire. Redéfinir la carte scolaire surtout. Mais aussi revoir, c'est-à-dire le secteur éducatif, surtout avec les privés. Parce que les privés, effectivement, ça c'est un autre mal. C'est notre mal, évidemment, mais c'est un mal qui fait du bon aussi. Voilà, qui font d'ailleurs du bon. Parce que quand vous prenez en année scolaire 2022-2023, avec les données qu'on a, par exemple l'enseignement secondaire général, mais je vous avoue qu'après le DEF, c'est-à-dire les 80% sont au compte des écoles privées. Oui. Est-ce qu'on comprend? Donc, c'est les 20% que l'État a. Et au niveau secondaire, technique et professionnel, les 77,06% sont orientés, c'est-à-dire au compte des privés. Et au niveau de l'enseignement toujours technique, en tout cas au niveau des secondaires en sciences de la santé, le Mali n'en a même pas. Donc au niveau des secondaires santé en sciences de la santé, donc c'est 100%, en tout cas privé. Mais ce secteur, tant soit important, mais ce secteur aussi constitue beaucoup d'obstacles, il constitue beaucoup de difficultés. Non, le secteur vit même beaucoup de problèmes parce qu'avec même tout récemment, ils étaient en grève. Voilà, donc je pense que ce secteur aussi, en tout cas, ces états généraux doivent les permettre d'examiner et voir qui est promoteur et qui doivent être soutenus dans quelles conditions pour que l'État, qui ne peut peut-être pas tout de suite mettre en tout cas tous les édifices en marche, pour moi soutenir le secteur privé dans l'enseignement. Donc, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est en fait à l'État de voir, en fait les États généraux doivent permettre d'analyser et d'examiner, d'analyser surtout les conditions d'appui des écoles privées, soit du secondaire ou technique. Professionnel. D'accord. Alors, le temps imparti est déjà presque épuisé, comme je vous le disais avant de monter sur ce plateau. Merci. Les 30 minutes finissent très très vite. Alors, Monsieur Sidibé, nous sommes au terme de l'émission. Quel peut être vos derniers propos pour cette émission? Merci Aminata. Je crois que je tiens à remercier en tout cas la tenue de ces états généraux. D'abord, je pense que je l'ai dit non seulement c'est-à-dire au départ, ça n'a pas demandé de chercher l'intervention des partenaires techniques par-ci, par-là. Et on a mis en valeur, c'est-à-dire de ce dont nous avons comme cadre ici. Et au-delà de ça également, ces cadres, ou encore ces états généraux, je l'ai dit, je reviens là-dessus, c'est-à-dire doivent servir dans la mesure où ça c'est issu, c'est-à-dire des assises nationales de la refondation. Et au-delà de ça également, les Maliens, dans son ensemble, vraiment doivent tout faire pour apporter leur édifice, c'est-à-dire dans la construction du système éducatif malien. Merci beaucoup, M. Sidibé. C'est à moi de vous remercier. Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir partager ces quelques minutes avec nous. Merci beaucoup. Et nous espérons vous retrouver une prochaine fois sur d'autres thèmes parce que vous êtes un journaliste chevronné quand même. Merci beaucoup, Aminata. Merci également. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Avant de se quitter, M. Sidibé l'a fait, mais je tiens aussi, au nom de toute l'équipe de l'émission JT7, de souhaiter une bonne fête à notre armée, notre vaillante armée qui donne des résultats, qui obtient des résultats vraiment probants et qui sont visibles. Vraiment,
Courage à vous, bonne fête et merci. Nous espérons que la fête a été aussi belle que nous l'avons vue à la télé, un peu à l'extérieur. Et une prière pour vos compagnons qui sont tombés armes à la main. Que leur âme repose en paix. Amen. Et surtout qu'Allah bénisse le Mali, comme le disait mon Néné Sankis, qu'Allah nous protège. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, sur ce même plateau et avec le même plaisir. Mais en attendant, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Merci.